Avez-vous déjà, pouvez-vous nous décrire un petit peu ce qui se passe avec Antivirus? Non, ce qui est, il y a un phénomène qui est plus large, si vous voulez. Il y a, en tout cas, comme je l'analyse maintenant, il y a des médias d'information qui ont besoin d'occuper les chaînes et des journaux qui voudraient attirer l'attention, qui n'y arrivent pas. Il faut reconnaître que les journaux sont tous en faillite et qu'ils sont tous subventionnés par l'État. Donc, parce que ce qu'ils racontent n'intéresse personne. Ils continuent à raconter ça, mais ça n'intéresse personne. Parce que finalement, les gens sont lucides sur le fait que c'est factice et que les problèmes de fond ne sont pas abordés parce que les problèmes de fond ne sont pas politiquement dissibles. Alors, on ne peut pas parler des problèmes de fond. Donc, moi, je regarde, en particulier pour ce livre, je me suis remis à regarder les titres d'actualité, si vous voulez. Ce que je faisais plus depuis 4 ans ou 5 ans, parce que j'ai été vraiment harcelé par cette presse. Et donc, je regardais même plus les titres. Là, je regarde les titres, et si vous regardez, vous avez la curiosité de regarder les titres, c'est effarant de bêtises, quoi. Tout ça n'a aucun intérêt. Et donc, on ne sait plus comment occuper le temps, des heures de chaîne, on ne sait plus comment les occuper, à part par ce que j'appelle des conversations de bistrot. Alors, on demande, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est stupéfiant. Et donc, le moindre élément, la moindre anecdote, vous voyez, un pauvre gosse qui est mort à côté de chez moi, là, au Vernet, est mort il y a 2 ans et demi. Toutes les semaines, il y a une nouvelle bêtise qui dit on a trouvé ceci, on a trouvé cela. En réalité, on n'a rien trouvé du tout. Mais ça occupe les gens de savoir, voilà, cette anecdote-là, il faut savoir que dans le monde, il y a 60 millions de morts par an. Hein. Donc, si vous voulez, un mort de plus ou de moins, c'est difficile. Si on doit faire ça sur tous les morts, on n'a pas fini de discuter. Donc, il faut occuper le temps de gens qui sont oisifs, qui n'ont rien d'autre à faire que regarder des écrans, et on ne sait plus quoi leur raconter. Alors, une fois, on leur montre des filles à moitié déshabillées, une fois, on leur montre des sports dont, pour la plupart, personne n'a rien à fiche. Une autre fois, on leur dit ah, ben, il va y avoir une catastrophe là qu'on prévoit, et tout ça. Et bien entendu, comme on sait que les sujets qui nous touchent le plus, c'est la mort et le sexe, eh bien, c'est la mort et le sexe qui vont occuper, et puis la jalousie, hein, c'est-à-dire à chaque fois, moi je suis intéressé aussi de voir, regarder, c'est la grande mode en ce moment, puis ces modes changent sur la presse, une fois regarder la maison scandaleuse dans laquelle il habite, regardez la voiture scandaleuse qu'il a, regardez combien il gagne, regardez, on développe l'envie, qui est un ressort important, de la sexualité, avec une ambiguïté terrible vis-à-vis de la sexualité qui est à moitié interdite et à moitié complètement relarguée. On est à une situation de tension, là, de compréhension pour les plus jeunes, je ne sais pas comment ils feront. Et puis la mort, voilà. Donc la peur et la mort. Et parmi les peurs et la mort, bien sûr, il y en a une qui est développée depuis des années, pareil, hein, dans les films, dans l'actualité, c'est les épidémies. Alors voilà, on a fait des films entiers sur les épidémies, fantasques, si vous voulez. Et je le dis dans mon livre, d'ailleurs, on a même transformé un très beau livre qui était le livre de Pierre Boulle sur la planète des singes en une version actuelle, dans laquelle il n'y a pas de virus du tout, parce que c'est à l'époque la peur. Moi, malheureusement, avec l'âge, j'en ai vu plusieurs de peur. La peur de moi, quand j'étais gosse, c'était la destruction nucléaire. Alors tout le monde avait peur de la destruction nucléaire, donc on pensait qu'il y aurait une bombe atomique et que tout le monde allait mourir avec la bombe atomique. Cette peur-là a disparu. Maintenant, c'est les épidémies qui l'ont remplacée. Et donc, il va y avoir une épidémie où tout le monde va mourir. Moi, j'ai eu la curiosité de faire, j'ai publié sur un de mes tweets, ce qui n'a pas été simple parce que les données réelles, c'est ce que j'écris dans mon livre, les données réelles sont la plupart du temps cachées. C'est assez intéressant, c'est-à-dire que les gens qui nous gouvernent considèrent que les données réelles leur appartiennent et que c'est pas bon de nous le dire. Il faut nous trier parce qu'on est trop bêtes pour comprendre nous-mêmes, vous voyez. Et je vais vous donner un exemple qui vous éloignera, parce que j'obéis jamais, hein, vous avez remarqué, qui vous éloignera du sujet, mais qui sera dans le sujet. L'ADEME, qui est quelque chose qui coûte très très cher et qui nous donne des conseils de nutrition,
un conseil de nutrition génial. Il faut lire ça, parce que tout ce que je dis, bien sûr, c'est vérifiable. J'ai pas d'opinion sur la plupart des choses. Moi, je suis un observateur. Je suis pas. Le pourquoi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe. Bien, si vous regardez dans l'ODEM les conseils de nutrition, ils disent il ne faut pas que vous mangiez d'édulcorants parce que ça risque de vous habituer au goût sucré. Mais vous pouvez boire une boisson sucrée par jour. Si vous connaissez un paradoxe plus phénoménal que celui-là, vous savez, une canette de 33 centilitres, ça contient 33 grammes de sucre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait, c'est énorme. Et vous dites ça, c'est pas grave, mais de manger une sucrète, ça c'est grave. Et vous écrivez ça, c'est une communication officielle du gouvernement. Donc, vous voyez bien que c'est entièrement factice. Et pourquoi? C'est parce que le lobby du sucre a encore une puissance colossale, bien qu'on sache que le plus gros problème nutritionnel que nous ayons, c'est la consommation de sucre et que l'obésité est née avec la mondialisation du sucre. Donc, on ne peut pas attaquer le sucre franco en disant il n'y a qu'aux États-Unis, je m'excuse, il n'y a que Kennedy qui fait ça en disant maintenant, vous savez qu'aux États-Unis, ils ont interdit de rajouter du sucre dans le jus d'orange parce que quand vous prenez du jus d'orange, il y a du sucre dedans. Quand vous prenez des petits pois, il y a du sucre dedans. Quand vous prenez des carottes en boîte, il y a du sucre dedans. On rajoute du sucre partout parce que le sucre est appétant, ça donne de l'appétit, ça donne faim. Et ça fonctionne comme une vraie drogue cérébrale. Donc, le vrai problème dont devrait se préoccuper l'ADEME, c'est le sucre. D'accord? Et je suspecte que les logos, si vous voulez, nutritionnels, soient destinés à gommer ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire combien il y a de sucre. Parce que le sucre, c'est le problème de l'obésité, c'est le sucre, parce que le sucre est absorbé à 100%. Est-ce que si vous ne prenez pas de sucre, que vous prenez que des lipides et des protéines, vous ne grossissez pas. C'est la mode de ce qu'on appelle le régime cétogène, qui était avant, je sais pas, le régime Duncan ou le régime Montillac ou avant le régime Atkins, qui revient tous les 10 ans sous une nouvelle forme, mais qui est ne mangez pas de sucre et le moins possible d'hydrates de carbone, et avec ça, vous ne grossirez pas. C'est intéressant de voir que l'ADEME dit vous pouvez boire une canette de sucre par jour, mais pas d'édulcorant parce que ça donne le goût sucré. Ça vous donnerait envie de manger du sucre, tandis que manger du sucre ne le fera pas. C'est tellement spectaculaire, c'est tellement beau, si vous voulez, que c'est extraordinaire. Voilà ce que c'est que le monde factice. C'est-à-dire, c'est quelque chose. Et ce que je vous dis, enfin, je sais pas, vous comprenez ce que je dis, je pense, vous comprenez. Parce que le truc, ça fait quand même des années que l'industrie du sucre voudrait montrer que les édulcorants font des choses diaboliques, si vous voulez. Mais ils n'ont pas réussi pour l'instant. Donc maintenant, ils en sont à dire non, mais ça vous habitue aussi, comme la cigarette électronique vous habituerait à fumer. Vous voyez, personne n'a démontré ça. Si vous ne mettez pas de nicotine dedans, vous ne devenez pas addict à la cigarette électronique, sauf au geste de fumer qui est probablement aussi vieux que l'humanité. Donc tout ça, il y a par dérive, si vous voulez, des exigences qui ne sont pas étonnantes parce que le fond de ce problème, comme le fond du hantavirus, sur lequel je vais revenir, c'est que le pouvoir et la santé publique, c'est la même chose, c'est la contrainte. C'est vous devez faire ce que je vous dis, et la raison pour laquelle vous devez faire ce que je vous dis, c'est moi qui le décide. Alors, des fois, c'est la sécurité, des fois, c'est la morale, des fois, c'est la religion, des fois, c'est nos traditions, mais vous ne pouvez pas, même si ça ne perturbe personne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Et donc, bien sûr, les gens qui font de la santé publique ont par nature ce goût de la contrainte, c'est-à-dire ce goût de je vais vous dire ce qui est bon pour vous. Et vous savez, j'ai dit ça plusieurs fois, je ne sais pas si vous avez lu ce livre, je leur fais la promotion, bien que la gauche dise que c'est ce qu'il y a de plus terrible parce que c'est libertarien. Il faut lire La vertu d'égoïsme d'Ayn Rand, qui est un merveilleux petit livre qui fait 80 pages. Il faut lire ça, où elle dit, écoutez, les pires choses qui soient arrivées dans le monde, c'est les gens qui disaient qu'ils faisaient ça pour notre bien. Moi, je n'ai pas besoin qu'on fasse mon bien à ma place, vous voyez, je suis un grand garçon. Et donc, je ne veux pas qu'on me dise, alors c'est bien qu'on m'informe, si c'est de l'information, si pas de l'information qui est payée, mais on devrait mettre sur chaque poste, comme la loi l'exige,
voilà, quels sont les conflits d'intérêts, non seulement des individus, mais des médias. C'est-à-dire combien, si le monde reçoit 1 million par an de Bill Gates, il devrait y avoir une bande. Nous recevons tant de l'industrie pharmaceutique, nous recevons tant de Bill Gates, nous recevons tant, vous voyez, de manière à ce qu'on sache qu'il y a un possible biais d'interprétation qui est dû au fait que c'est celui qui paye qui décide quand même, hein, dans le monde dans lequel on vit. Vous voyez, donc il y a celui qui paye ou celui qui interdit. Donc nous, on a l'ARCOM d'un côté et le fric de l'industrie, en particulier de l'industrie pharmaceutique, et en particulier de la manipulation des gens qui, en réalité, au nom de la bienfaisance, gagner de l'argent. Donc, si vous voulez, je ne crois pas, je suis assez sceptique, peut-être que j'ai mauvais esprit, mais quand quelqu'un vend quelque chose et qui vous dit qu'il vend quelque chose pour faire du bien, je ne crois pas. Vous voyez, je suis un incroyant de ce point de vue-là. Donc, quand vous vendez des saucisses et que vous me dites que ça, c'est pour l'écologie, je ne vous crois pas. Voilà, je crois que vous vendez des saucisses pour gagner des sous en vendant les saucisses. Voilà. Quand vous vendez des voitures, je pense que vous cherchez à gagner de l'argent. Et quand vous vendez des médicaments, vous gagnez de l'argent, et c'est ce qui marche le mieux d'ailleurs, c'est ce qui rapporte le plus d'argent actuellement. Quand vous vendez des journaux scientifiques, ce que vous faites, c'est vous gagnez de l'argent, c'est même le truc le plus rentable du monde, 35% de bénéfices. Donc vous imaginez pas que ça, c'est fini, le modèle de la communication scientifique entre scientifiques, ça n'existe plus. Les plus grands journaux n'ont à leur tête des rédacteurs en chef qui ne sont pas des scientifiques. C'est des gens qui font de l'argent. Donc au bout d'un moment, moi, ça m'est égal, le monde est comme ça, et il est certain qu'il y a des moments où c'est un promoteur fantastique de l'activité. Mais il ne faut pas nous duper, c'est une des grandes duperies, une des grandes bases du monde factice dans lequel on vit, c'est de dire non, mais c'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour. Alors, il y a dans la grande distribution, c'est les rois pour ça. Il y en a qui se font dans l'écologie, les autres qui disent on fait ça pour votre pouvoir d'achat, les autres qui disent. Mais bien sûr, les plus grands pollueurs, c'est la grande distribution avec le plastique. Enfin, il faut regarder, vous ne pouvez plus rien acheter qui ne soit pas sans plastique. Aux États-Unis, ça fait des décennies que les sacs qu'on vous donne sont des sacs en papier. Alors ici, ils ont fait les plus beaux coups. Enfin, vous avez rappelé comme c'était beau, plutôt que vous donner des sacs en plastique, ils voulaient vendre. Et donc, c'est au nom de l'écologie, on vous des sacs en plastique qu'on vous donnait avant. C'est fantasque, enfin, c'est extraordinaire. Donc, c'est une espèce d'escroquerie permanente, si vous voulez, au bon sentiment, qui, en réalité, sous-tendent le fait qu'ils font de l'argent, ce qui est leur métier, on ne peut pas leur reprocher. D'ailleurs, leur métier, c'est de gagner de l'argent. Là, ce qui m'irrite, c'est que de temps en temps, ils se foutent de moi à un tel point que ça devient risible et ça m'irrite un peu qu'on me prenne autant pour un imbécile, quoi. Voilà. Bon, quant au hantavirus, eh bien voilà, c'est l'actualité du moment. Il y a 2 morts sur un bateau ou 3 morts sur un bateau et ça devient voilà une crise mondiale. Le directeur de l'OMS qui ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant parce qu'il a géré le Covid d'une manière qui est complètement surréaliste. Alors moi, j'ai beaucoup d'amis africains. Quand il a approuvé le papier du Lancet qui disait qu'il y avait 10% des gens qui prenaient de l'hydroxychloroquine qui mouraient d'arrêt cardiaque, l'ensemble de l'Afrique s'est mise avec la théorie de rire. Quand même qu'un Africain qui a dû bouffer, je ne sais pas, dans sa vie, il a peut-être bouffé des dizaines de kilos de chloroquine parce qu'il vit en Éthiopie et qu'on traite encore le paludisme en Éthiopie par la chloroquine. Cet homme, à son âge, ne peut pas croire que l'hydroxychloroquine tue les gens dans 10% des gens. C'est complètement factice, c'est pas vrai. Et donc en Afrique, quand je leur demande pourquoi, ils me disent oh, mais vous savez, en réalité, il était très déstabilisé dans son pays, il voulait se débarrasser de lui, et donc il n'a plus le choix. En réalité, les gens qui financent l'OMS, c'est Bill Gates et l'industrie pharmaceutique. Donc les recommandations de l'OMS ont amené Bill Gates à faire un investissement massif dans BioNTech, 55 millions de dollars, à partir desquels il a gagné 1 milliard. Voilà. Donc vous avez la séquence Davos où Bill Gates dit qu'il faudra faire un vaccin en 3 mois. L'OMS qui dit qu'il faut absolument faire un vaccin, rien ne marche, la chloroquine ne marche pas. Vous savez d'ailleurs que pour hantavirus, il y a un papier de 2021 qui montre que le médicament qui marche le mieux contre hantavirus, c'est la chloroquine. Et qu'il y a un modèle expérimental sur la souris, parce que c'est facile pour hantavirus, puisque les souris sont sensibles, et que la conclusion de ce papier de 2021, il n'est pas de nous, hein. Il n'y a pas que nous qui disons des bêtises sur l'hydroxychloroquine, je vous rassure. Il y en a quelques-uns. Ils sont rares parce qu'après, on se fait taper dessus. Hein. Et bien, dedans, il dit écoutez, c'est probablement la prophylaxie d'hantavirus, c'est probablement ça. Voilà.
Donc, déjà, il y a déjà 7 vaccins qui sont en préparation aux États-Unis pour les 2 malheureux qui sont morts sur un bateau. Et je vais vous dire une chose, alors, je connais bien l'épidémiologie des maladies transmissibles, mieux que les autres d'ailleurs, parce que j'ai été au cœur de beaucoup d'investigations d'épidémies. Je vais dire, quand quelque chose est contagieux sur un bateau, vous vous en rendez compte. Hein. C'est ce que je disais d'ailleurs dans une émission juste avant ça. Ça a été confirmé le lendemain ou le surlendemain. Les épidémies sur les bateaux, la pire de toutes, c'est le norovirus, hein, qui donne des gastroentérites. C'est une des maladies les plus contagieuses qui soit, parce que le virus est extrêmement résistant. Hein, quand on le contracte en touchant y compris les meubles, les tissus qui ont été contaminés. Et vous pouvez avoir plusieurs milliers de cas dans un bateau de croisière. Ça, vous savez que c'est contagieux parce qu'il y a des centaines de cas. Et moi, ça m'avait emmené à créer une start-up avec des gens de la CMA-CGM, à l'époque de M. Saadé, de Jacques Saadé, de diagnostic direct sur les bateaux, vous voyez, de diagnostic délocalisé qu'on installait sur les bateaux. On les a testés, hein, il y a des internes qui sont allés sur les bateaux, qui les bateaux de croisière, qui des porte-containers pour faire le diagnostic des fièvres. Pour faire le diagnostic, vous pouvez faire du diagnostic direct sans que le personnel soit particulièrement formé. On les formait en une demi-heure et sans qu'ils prennent de risque d'être infectés eux-mêmes. Puis cette boîte a capoté en grande partie du fait que notre institution de référence sur l'assistance publique nous a coulé. Donc, il y a des outils pour répondre à ça. L'outil, c'est le diagnostic. Depuis le début, c'est le diagnostic. Il y a 2 trucs qui manquent dans la tête. Peut-être que les Français vont finir par comprendre ça, mais c'est un peu tardif. Mais qu'on a bien vu sur le Covid, qu'on va bien maintenant. Le premier point, c'est le diagnostic. Il faut faire le diagnostic le plus vite possible. Nous, dans le Covid, imaginez-vous, moi j'ai raconté ça, c'est surréaliste. Quand les Français ont été rapatriés de Chine, de Wuhan, on les a mis, le seul endroit où on pouvait le mettre, c'est à côté de l'IHU, parce qu'on était les seuls à avoir les moyens de les hospitaliser, de les tester. On les met, ils arrivent, et moi je propose tout de suite au directeur général de la santé, je lui dis, tu sais, ça va, j'envoie quelqu'un, on les teste directement dans l'avion, dans 2 heures, on sait ceux qui sont positifs, on les prend à l'IHU, et les autres, vous les mettez dans le camp que vous avez prévu. Très bien. Et la ministre de la Santé s'est opposée à ce qu'on les teste pendant 48 heures. Elle a refusé qu'ils soient testés. Ce qui est extraordinaire. En disant, mais attendez, ils sont fatigués, c'est le voyage, on ne va pas les tester maintenant. Peu de temps après, on les testait directement dans les aéroports. Hein. Mais là, ça, on ne pouvait pas le faire. Et elle considérait, parce que c'est le pouvoir qui est comme ça, que c'était le témoin de sa propre force, si vous voulez, de dire, de décider. C'est pas l'intelligence, ni à la science, ni à la connaissance. C'est le pouvoir de dire, je dis que c'est à ce moment-là qu'on les testera, ce qui n'a pas de sens. Bien sûr, quelqu'un est contagieux, vous voulez le savoir tout de suite et vous voulez le sortir tout de suite, parce que si on a eu de la chance, il n'y en avait aucun qui était infecté, mais sinon, si vous les mettiez tous ensemble dans le camp, à la fin, ils seraient tous devenus infectés. Vous voyez, donc, le bon sens qui était le diagnostic n'a pas prévalu. Une des raisons pour lesquelles la situation s'est très très mal déroulée à Paris, c'est qu'on ne testait pas les malades. On ne savait pas tester les malades. Et nous-mêmes, le ministère voulait nous empêcher de tester pour le Covid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc, ils n'avaient pas compris que dans les maladies infectieuses, la base, c'est de tester pour ça et d'isoler les gens au début quand ils sont malades. On les teste et on les isole à ce moment-là. Et puis, la deuxième chose, dans laquelle on avait un retard fou, c'était la séquence. C'est-à-dire que la France a été hostile à la séquence. On était les seuls à faire la séquence massive. Et ce qui est une des raisons pour lesquelles les gens pensaient, puisqu'ils ne savaient pas, ils disaient, mais ce virus ne mute pas, il n'y a pas de variant quand même. Moi, j'ai quand même eu un ministre qui m'a dit face à face, il n'y a pas de variant dans ce ministre. À moi qui depuis 26 ans fait que de la séquence. Vous voyez, donc, il y a une ignorance de fond, c'est un monde factice, vous voyez, dans lequel le ministre et les gens peuvent répéter à la télévision, il n'y a pas de mutant, jusqu'au moment où, bon, alors même quand on est bien obligé de se rendre compte qu'il y a des variants qui arrivent. Alors bon, mais ça a mis 3 mois avant que nous, on a dit ça 3 mois avant que les autres le répètent, vous voyez, qu'il y avait des variants. Parce que les gens ne séquençaient pas et ils ne faisaient pas de tests en disant parce qu'il faut se battre pour faire les choses, pour pouvoir faire les choses, il faut des gens qui s'agissent. Il ne suffit plus de rester. Les épidémies, c'est du travail de terrain. Ça veut dire qu'il faut aller chercher les choses où elles sont. Il faut aller. Vous voyez,
Nous, il y a des gens, en particulier, on a pu être dépanné au début parce qu'il y a une école vétérinaire qui nous a dit, si vous voulez, on a de quoi faire 10 000 tests, est-ce que vous les voulez? Ils nous les ont donnés. Hein. Alors, je dis bien sûr, ils ont proposé ça à Delfrécy, il leur a jamais répondu. Vous voyez, parce que le test, c'était pas dans leur tête, vous voyez. C'était un truc de santé publique. Il fallait dire, alors, au début, on prendrait que les Chinois qui venaient de Wuhan, on n'en testerait personne d'autre. Et encore, il fallait qu'ils aient de la fièvre et qu'ils toussent. Si vous voulez, tout ça, c'est pas sérieux. C'est-à-dire, c'est de la pratique. Et donc, dans ce monde qui est un monde de plus en plus virtuel, de plus en plus digital, dans lequel la proportion des gens, en particulier à Paris, dans lequel la proportion de gens dans le tertiaire est monstrueuse, et donc la pratique, les gens qui ont une pratique, qui font quelque chose, est de plus en plus rare, eh bien, ça veut dire que les décisions sont de plus en plus déconnectées du monde physico-chimique. Et c'est ça le monde factice. Cher professeur, j'ai une question. Déjà par rapport à l'épidémie de gastro-entérite, il me semble qu'à l'époque, enfin il y a encore 10 ans de cela, il y avait dans la pharmacie de n'importe quel comment ça s'appelle, tour opérateur, il y avait un médicament qui était assez miraculeux, à mon sens, Ercefuril, qui a été complètement supprimé. Est-ce que vous avez un commentaire là-dessus? Est-ce que vous êtes au courant ou pas? À l'époque, Club Med ou partout, on donnait tout de suite de l'Ercefuril pour endiguer une épidémie de gastro. Oui, mais enfin, l'Ercefuril n'a pas d'efficacité sur le norovirus. Un norovirus, on n'a pas de vrai traitement, sauf les traitements symptomatiques des diarrhées. Hein. 2, c'est très, très difficile à décontaminer, très, très compliqué, parce que ça résiste aux moyens basiques de décontamination. Et donc, ça persiste, ça a été très très bien étudié, les études magiques qui ont été faites. J'ai eu l'occasion de dire ça. C'est tellement transmissible que c'est une des maladies dont on sait qu'elle peut être transmise dans les avions. D'accord ? Si quelqu'un va aux toilettes dans les avions parce qu'il a une diarrhée, parce qu'il a un norovirus, il va mettre les mains sur les accoudoirs tout le long pour aller aux toilettes. Et donc, il a pu être démontré que les gens qui étaient du côté du couloir et donc qui allaient mettre la main sur le même accoudoir que les gens qui passaient et qui avaient eu une diarrhée allaient attraper le norovirus. Vous voyez, et on a démontré dans les avions, vraiment, c'est démontré, c'est humain, c'est pas un modèle animal, c'est pas une fantaisie, hein, que les personnels, quand il y avait eu une épidémie de norovirus ou quelques cas de norovirus dans un avion, les personnels navigants pouvaient attraper le norovirus pendant les 72 heures qui suivaient la contamination de l'avion. Donc, ça reste au moins 72 heures sur les tissus, vous voyez. Ah oui. C'est extraordinairement contaminant avec des inoculums très faibles. Et donc, c'est une des maladies les plus contagieuses qui soient. Et s'il y a une maladie sur laquelle il faut vraiment réfléchir, c'est le norovirus. Malheureusement, il y a énormément de variants, donc c'est très difficile de cibler les choses sur le norovirus. Et celle-là, c'est une maladie humaine. La différence de hantavirus, qui est une maladie de rat. Hein. Alors, je sais qu'à Paris, vous n'avez plus le droit de dire rat, il faut dire surmulot, parce qu'il paraît que ça vexait les rats qu'on les appelle des rats. Mais, oui, parce qu'on les stigmatise. Voilà. Alors, il ne faut plus dire, il paraît qu'il y a des rats, il y a une association de rats qui a dû protester en disant c'est stigmatisant de nous appeler les rats, maintenant appelez-nous les surmulots. Donc, comme il ne faut pas stigmatiser les rats, maintenant ils les appellent les surmulots. Enfin, c'est toujours des rats quand même, leur nom scientifique, c'est Rattus ratus et Rattus norvegicus. Donc, les rats sont la source de ça. Il y a une vraie réflexion à avoir. Si vous voulez avoir une réflexion intelligente, mais c'est compliqué d'être intelligent. Hein. On est dans un monde dans lequel être intelligent est un péché et pour lequel on peut être poursuivi. Il faut lutter contre les rats. Et pour lutter contre les rats, vous savez, on a découvert depuis le Moyen-Âge, il faut des chats. Et à force de pseudo-bienveillance pour les chats, on a éliminé. Moi, quand j'étais petit, il y a des chats partout. Ou si vous allez dans la plupart des pays du Sud, vous avez des chats partout et vous n'avez pas de rats dans la rue, vous avez des chats. Donc, les chats, ce n'est pas dangereux comme les rats. D'accord ? Et donc, là, au nom du bien des chats, on a tué les chats, on les a castrés. Du coup, il n'y a plus de chats dans la rue. Et donc, à la place, vous avez des rats. Donc, si vous voulez plus de rats, eh bien, il faut avoir une politique des chats parce que les ennemis naturels des rats, c'est les chats.
Et donc, moi, je préfère les chats. J'aime beaucoup les chats. Je sais qu'il y a des gens qui ont maintenant élèvent les rats, vous savez, et donc c'est peut-être pour ça qu'on change le nom des rats, qui sont devenus des animaux familiers. Vous voyez, c'est les nouveaux animaux de compagnie, c'est des rats qui donnent des infections, des poxvirus, là, comme le monkeypox, là, parce que presque tous les animaux ont des pox, et que la plupart des pox viennent des muridés aussi. Eh bien, les rats sont la source, bien sûr, de hantavirus. Et donc, comme les deux populations d'animaux sauvages les plus denses sont les rats et les chauves-souris, bien entendu, c'est la source des virus émergents. Parce que pour que vous ayez des virus émergents, il faut que vous fabriquiez le plus de virus possible. Et pour fabriquer le plus de virus possible, d'abord, il faut que ce soit des virus ARN, parce que leur taux d'erreur est tellement plus important que vous en fabriquez 100 fois plus que les virus à ADN. Et deuxièmement, il faut qu'il y ait une population nombreuse et dense, parce que comme ça, ils s'échangent. Et donc, le virus se multiplie à une vitesse folle dans des populations qui sont denses. Et tout ça, c'est du bon sens. Hein. Denses et nombreuses. J'ai fait une petite vidéo là-dessus sur mon site. Eh bien, comme c'est les populations naturelles les plus denses et les plus Nombreuses. nombreuses, eh bien, la plupart des virus émergents qui viennent de la nature viennent de ces deux groupes d'animaux. Ça ne veut pas dire que ça ne vient que de là. Nous, les humains, nous avons inventé l'élevage intensif qui constitue des groupes d'animaux extrêmement nombreux et avec une densité extrême. Moi, ma théorie sur la grippe, c'est que la grippe est apparue à partir du moment où on a fait de l'élevage intensif de volailles. Avant ça, apparemment au 19e siècle, en tout cas nous, sur les quelques travaux qu'on a fait avec Michel Drancourt, il n'y avait pas de grippe. Donc il apparaît que la Oui. première épidémie de grippe serait celle de la grippe dite espagnole, aurait été qu'il y ait une grippe américaine et qui a jeté le truc en disant que c'était espagnol, alors que ce n'était pas espagnol du tout. C'est parce que l'Espagne faisait le décompte. Ça, Non, oui, seule oui, l'Espagne oui. En tout faisait cas, le ça, décompte. c'était un coup de publicité des Américains pour dire que ce n'était pas eux. En tout C'est cas, resté dans l'histoire à ainsi. partir du moment où on a pu élever les poules dans des hangars sans qu'elles voient le soleil parce qu'on les supplémentait en vitamines, on a pu élever les poules par centaines de milliers. Et là, la diffusion des virus chez les poules a pris une diffusion extraordinaire. On sait que la plupart des virus se remanient chez les oiseaux, chez les poules en particulier en élevage. Et si vous avez des poules qui vivent avec des porcs, ce qui arrive très très souvent en Asie, eh bien, il y a un passage qui se fait par un hôte intermédiaire, qui est le porc. Et une fois que ça s'est remanié chez le porc, sa facilité à contaminer l'homme devient assez réaliste. Tandis que pour l'instant, les passages directs poules-humains sont rarissimes. Ça donne, comme pour le hantavirus, ça donne des cas sporadiques comme ça, vous voyez, ce qu'on appelle des zoonoses, ça ne donne pas des épidémies. Cher professeur, j'ai une question par rapport justement à cette notion du factice et la façon dont on gère aujourd'hui les crises. Il me semble que vous avez bien connu l'époque où on avait très peur de faire peur. Et aujourd'hui, nous sommes presque dans l'effet inverse. En fait, à l'époque, on pensait que faire peur fait arrêter la consommation, et aujourd'hui, faire peur fait encore plus booster la consommation. Comment vous expliquez cela? Ou avez-vous un avis sur ça? Ah oui, c'est-à-dire que, encore une fois, nous sommes traités comme des enfants par les gens qui nous gouvernent. Et je Oui. mets les médias dans les gens qui nous gouvernent parce que c'est les mêmes quand même. Hein. Ça se voit maintenant parce que comme ils se marient entre eux depuis une vingtaine d'années, on voit bien que c'est la même chose quand même. Hein. Et donc, c'est ce que disait Bourdieu, vous voyez, c'est la noblesse d'État, vous voyez, c'est très très bien décrit par Bourdieu, il faut relire ça, la noblesse d'État, c'est exactement ça. Hein. On est en plein dedans, on a remplacé l'aristocratie héréditaire par la noblesse d'État. Et donc ces gens se marient entre eux, vivent entre eux, et donc ils ne peuvent pas penser différemment. Et cette pensée-là est une pensée qui est une pensée à très court terme. Vous voyez,
Ce qui est vrai un jour, le lendemain ne le sera pas et ça n'a aucune importance. Et d'ailleurs, si quand vous montrez les images à quelqu'un des bêtises qu'il a dit il y a 1 mois, 6 mois, 2 ans, il est très choqué que vous lui montriez des images comme ça et il dit oh ben c'était comme ça. Moi récemment, j'ai porté plainte contre Hirsch qui avait écrit à l'Assemblée nationale en disant que j'avais fait un faux témoignage, ce que moi je trouvais grave quand même, hein, officiellement. Hein. Donc moi j'ai produit les documents sur lequel je m'appuie. Et moi, je suis un scientifique, je ne suis pas M. Hirsch, je ne fais pas ni dans l'humanitaire, ni dans les relations publiques, ni dans le monde. Hein. Et donc, à la fin, j'ai dû payer 8 000 € pour que ça soit regardé. J'ai d'abord envoyé 2 lettres recommandées qui ont été perdues par le tribunal de Paris. La 3e fois, ça a été classé sans suite. Et puis la 4e fois, on a dit, écoutez, non mais dans l'époque et dans l'émotion, eh bien, il était possible de dire 2 choses qui n'ont pas été vérifiées par la suite. Mais enfin, ça n'existe pas, ça. Quand on affirme, on écrit officiellement à l'Assemblée nationale, M. Raoult a fait un faux témoignage devant la République, dites, on ne peut pas dire non, mais écoutez, il était un peu nerveux. Il faut dire que juste avant, il avait dit dans un média on n'a jamais donné d'hydroxychloroquine à un être vivant, ce qui signifiait que son niveau de connaissance de la médecine est resté assez élémentaire. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis, mais alors, c'est assez cocasse. Vous voyez donc, tout ça, encore une fois, c'était la preuve, vous voyez, ce jugement, c'est de dire non, mais il disait ça, mais maintenant c'est passé, on disait des bêtises à cette époque-là où les gens étaient nerveux, vous voyez. Donc, la parole n'a plus de sens, vous voyez, on dit n'importe quoi pour occuper le temps. Et les peurs sont gérées, ce dont on doit avoir peur et ce dont on ne doit pas avoir peur est géré par l'État qui est quand même soumis à une corruption inouïe. C'est-à-dire que les lois qui ont tenté de modifier ça, une qui a été faite par un de mes grands amis quand il a été le premier directeur de la NSM, Dominique Marinaki, qui avait mis en place, à propos de l'affaire du Mediator, si vous voulez, toutes les conditions de déclaration des conflits d'intérêts, qui est une loi qui a été faite ensuite par Xavier Bertrand. Ceci n'est jamais appliqué. Si on ne demande jamais à la télévision, est-ce que vous avez des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique avant de nous donner votre opinion? Ça n'existe pas. On devrait être poursuivi quand on ne le déclare pas. Ça n'existe pas. On a même confié une mission pour le ministère de la Vérité à 3 personnes qui avaient toutes les 3 des conflits d'intérêts. On a publié ça sur HAL. On a publié leurs conflits d'intérêts. Il y en a 2 qui avaient des conflits d'intérêts assez magiques avec Pfizer. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a des choses dont on dit ça, vous n'avez pas le droit de le savoir. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de le savoir. Et ça, on surenchérit sur quelque chose parce que ça a un intérêt. Alors, de qui est-ce l'intérêt? Est-ce que c'est l'intérêt du pouvoir de vous faire penser à autre chose qu'aux élections, ou penser à autre chose que le pays est en faillite, si vous voulez? Est-ce que c'est plus intéressant de parler de ça que de regarder, je ne sais pas, ce serait intéressant d'avoir des émissions successives pour dire, voilà, comment les pays dans l'histoire se sont sortis de périodes d'endettement de cette nature-là. C'est intéressant, hein. On sait que la Révolution, il a fallu qu'elle vende tous les biens nationaux, toutes les églises pour payer les dettes de la monarchie. C'est pas rien. Philippe le Bel, lui, a supprimé tout l'argent des Juifs et puis tout l'argent des Templiers pour couvrir la dette. Vous voyez. Donc, l'histoire de la dette, c'est une histoire qui mérite d'être réfléchie. Comment régler ce problème de la dette, en plus de ça, sans avoir l'outil qui était celui de la monnaie, c'est-à-dire de dévaluer, puisque maintenant, nous n'avons plus la monnaie. Comment on va régler ce problème-là? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour nous et pour nos enfants, vous voyez. Qui va faire ça? Comment on va régler cette chose-là? Eh bien, au lieu de ça, effectivement, on s'intéresse à savoir qui c'est qui a réussi à montrer sa culotte au Festival de Cannes, qui c'est qui... et donc, on vous trouve un truc, vous savez, on estime que des cas de hantavirus, parce qu'il y a différentes formes de hantavirus, il y en a 200 000 par an dans le monde. Et des morts, il y en a 60 millions par an. Donc, si vous voulez, qu'il y ait eu 2 morts avec des hantavirus, dont même le mode de contagion, le mode de contamination est complexe à déterminer. Vous savez, la contagion, c'est une des choses les plus complexes à analyser, les plus difficiles, les plus complexes à analyser.
cher professeur, j'ai déjà, pour revenir dans le passé, justement en relation avec ce que vous dites sur les experts qui sont tout à coup se proclament connaissant le sujet, j'ai le souvenir de quelque chose, je ne sais pas si ça vous dit, ça vous dira quelque chose ou pas, lorsque Douste Blazy, ancien ministre de la Santé, a été interrogé sur le plaquenil, il parlait de hydrochloroquine et donnait son Hydroxychloroquine. avis sur... Non, il disait hydrochloroquine. Ah ouais. Et donc, il faisait son avis sur le plaquenil, il donnait son avis sur le fait que à Marseille, CHU, il y a un certain professeur qui propose le traitement, etc., par hydrochloroquine. Il répète plusieurs fois lors de son intervention cette formule qui montre bien la connaissance de la molécule qu'il a à ce moment-là, dont il traite, alors qu'il était quand même médecin et ancien ministre de la Santé. Avez-vous un avis sur ça, justement, aujourd'hui, avec le recul? Ça s'appelle un lapsus lingué. Vous pensez qu'il maîtrisait Que quand les même le gens... sujet pour dire Écoutez, je hydrochloroquine? sais pas. Encore une fois, l'interprétation n'est pas de mon... Déjà, l'observation est une chose qui est complexe. Les gens imaginent que c'est simple d'observer, mais c'est ceux qui n'observent pas qui croient ça. Il y a des biais dans l'observation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on parle de conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts font rentrer un biais dans l'observation. Si c'était juste l'interprétation, la chose serait déjà un peu plus simple, mais dans l'observation, vous ne voyez que ce que vous vous autorisez à voir. Oui. Et donc, moi, mon domaine, c'est l'observation. Ce qui a fait mon métier, c'est que j'observais là où les autres faisaient des théories. Moi, je ne suis pas un grand théoricien, je suis un observateur. Et donc, j'ai accumulé les expériences, je suis allé chercher des expériences au bout du monde pour observer. Et donc, cette observation me donne des points de vue qui sont très différents, dont certains que je raconte. Vous voyez, j'ai des points de vue sur l'homosexualité qui ont été bouleversés par mon séjour en Polynésie. Parce que la Ah oui. Polynésie, j'ai des opinions, si vous voulez, sur la polygamie. Vous savez qu'il y avait de la polygamie féminine? Non? Vous voyez, ça existait. Où ça? En particulier aux Marquises, aux Polynésie, il y avait des femmes qui avaient plusieurs hommes. Alors ça existait. Donc tant qu'on vous ne savez pas que ça existait, ça vous paraît invraisemblable et vous allez faire une théorie en disant que c'est toujours les hommes qui sont polygames. Non, non, non. Des fois, c'est les hommes. Dans la plupart des civilisations qu'on connaît, c'est les hommes. Mais il y a eu des civilisations où c'était les femmes qui étaient polygames. Parce que les Autant la circonstances... polygamie s'explique lorsqu'il s'agit de l'homme, puisque la femme peut être en train en gestation et puis l'autre est Non, disponible, mais vous etc. me donnez des pour faire plus explications. d'enfants. Non, mais vos explications ne m'intéressent pas. Moi, les explications ne m'intéressent pas. Vous D'accord. voyez? Et donc, vos explications, je m'excuse, c'est Einstein qui disait ça. Si vous voulez, on ne peut observer que ce que la théorie permet. Et donc, vos explications précèdent l'observation, et donc elles sont fausses. Vous ne pouvez pas voir si vous avez une explication avant. Donc, d'abord, on regarde, quand on est un chercheur, quand on est un trouveur, hein, les chercheurs, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les trouveurs, ce sont les gens qui, par définition, ne croient pas que tout a été trouvé. Et donc, qui regardent avec des yeux naïfs, avec des yeux d'enfant. Et quand vous regardez avec des yeux d'enfant, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Tandis que les gens dont vous parlez, la plupart du temps, leur formation, elle date de leurs études de médecine. Et vous savez, il s'est passé, on a découvert tellement de choses. Le 21e siècle a été une mine de trouvailles technologiques qui ont changé profondément notre vision du monde, profondément. Et donc, si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas suivi, si vous n'avez pas observé, vous voyez, et je me souviens, c'est pour la séquence, ce pays a été sous l'impulsion de l'Institut Pasteur, d'ailleurs, hein, incroyablement hostile à la séquence génétique, qui était la plus grande révolution qui allait avoir lieu dans le 21e siècle. Donc, ils ne voulaient pas qu'on séquence les microbes. Donc, quand c'était eux qui faisaient partie du conseil scientifique du Génoscope, eh bien, moi, j'ai eu 2 fois des séquences que j'ai demandées là-dedans qui ont été refusées. Et la première, je suis passé par la fenêtre. Et la deuxième, je dis tant pis, il y avait une autre équipe qui avait séquencé la bestiole que je voulais séquencer. Mais ça avait pris 6 mois de la purifier. Alors, j'étais un peu irrité. Et on dit, mais
Pourquoi vous voulez la séquencer? Je dis: «Mais attendez, personne ne sait ce qu'il y a dedans, donc je ne peux pas vous dire ce que je vais découvrir» et d'ailleurs, le premier papier qu'on voulait déjà pas me laisser faire, j'ai fait 2 papiers dans Science où on a décrié ce qu'était toute l'évolution des bactéries des bactéries intracellulaires. C'est des papiers qui ont cité des centaines de fois. Donc c'était ce que j'y ai trouvé était imprévisible, c'était de la découverte. Et donc Mmh. c'est un des problèmes d'ailleurs de l'évolution de la science, c'est que si vous demandez à vos concurrents ou à des gens qui n'ont pas la même option scientifique que vous de juger vos projets, ils sont incapables de les juger, puisque c'est pas ce qu'ils pensent, c'est pas ce qu'ils font, ils pensent que c'est idiot. Vous voyez? Mmh. Et après, vous ne pouvez pas les rechoper 5 ans après. Qu'est-ce que vous avez fait vous? Regardez ce que j'ai fait moi, on regarde et on compare, vous voyez? Mmh. Et, on ne le fait pas, ça, on ne le fait jamais. Mmh. Donc il y a une vraie, il y a les progrès techniques permettent, ce qui est la base de toute la connaissance de l'histoire des sciences, les progrès techniques permettent de voir des choses que l'on ne pouvait pas voir avant. Et dont certaines étaient dissimulées d'ailleurs. Vous devriez faire pas vous conseiller, mais vous devriez faire une émission entière sur le truc de Trump qui a libéré les images d'OVNI. Enfin, c'est extravagant ce truc. C'est extravagant. On vous dit, on vous a caché ces images pendant 50 ans parce que c'est pas la peine que vous réfléchissiez sur un truc pareil. Vous vous rendez compte, c'est ça la dictature. Il ne faut pas la chercher simplement chez les communistes, chez les nazis, chez les fascistes. Non, 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 la dictature, c'est ça. Vous n'avez pas le droit de savoir, vous êtes trop con pour savoir. Vous êtes trop con même pour regarder. D'accord. C'est quelque chose quand même d'avoir le droit de décider ce que vous avez le droit de voir. Vous voyez? C'est terrible. Et là, on va dans un renforcement terrible de cette volonté de nous empêcher de voir et d'avoir une opinion par nous-mêmes. Bah, la preuve, les conseils de défense, pendant la crise sanitaire, c'est aussi pareil. C'est pour être couvert par le secret pendant, je sais pas, c'est 30 ans, c'est 20 ans, Non, 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 c'est pas vrai ça. non? Non, après, non, Il y a eu des c'est conseils de défense sur la crise oui, sanitaire. oui, oui, mais c'est de la propagande, ça aussi. Ce qui a été Ah fait bon? peut être défait. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est simplement si il faut que le prochain pouvoir politique décide de le casser pour aller le voir. Il y a des conditions pour aller le casser. Il faut qu'il y ait un préfet qui soit présent, etc. Mais ça, c'est parfaitement accessible. C'est pas vrai. Tout le D'accord. problème, si vous voulez, c'est que nous vivons comme ce monde est factice et que plus personne ne connaît en réalité la loi. Je vais donner un exemple que j'ai donné récemment. Vous savez, on vit dans un monde qui est, toutes les démocraties sont comme ça, et d'ailleurs tous les systèmes qui ont un conseil d'administration sont comme ça. On ne peut affecter ou on peut prendre de décisions budgétaires que pour l'année en cours. Ça s'appelle l'annualité budgétaire. Mmh. Donc, quand un homme politique, qui qu'il soit, il même le président de la République, dit en 2027 on fera ça, il vous ment. C'est pas possible. Il peut toujours dire je proposerai au ministre de le proposer à l'Assemblée nationale et on verra ce qu'elle fait. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui vote à la fin. Et vous avez qu'à voir pour le budget 2026 ce que c'était. Donc quand Mmh. quelqu'un dit, vous savez, je vais vous donner 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards, c'est pas vrai. C'est de la communication. C'est pas vrai. Légalement, c'est impossible. Non seulement c'est impossible, mais même les gens qui sont au cœur du système ne le savent pas. C'est quelque chose que j'ai raconté aussi récemment. Moi, quand j'étais, je le sais, parce que j'étais président d'université, j'avais un contrat de 4 ans, et quand j'ai demandé qu'on applique mon contrat, on m'a dit, Monsieur Raoult, enfin, vous n'êtes pas bête, ce contrat n'a aucune valeur du fait de l'annualité budgétaire. On ne peut pas vous garantir quelque chose pendant 4 ans, c'est pas vrai. On s'est moqué de vous. Donc, tous les gens qui ont un contrat avec l'État qui dépassent l'année budgétaire sont des contrats factices qui sont basés, surtout ceux qui sont faits maintenant, parce qu'on ne sait pas du tout de quoi sera faite l'année prochaine. Hein. On peut Mmh. très bien dire, bah, écoutez, non, tout ce financement-là, on le supprime. C'est la loi, c'est comme ça. Vous voyez. Et donc, ici, à Marseille, ils sont très embêtés parce que dans la communauté, enfin, ça ne s'appelle plus la communauté de communes, maintenant, ça s'appelle la métropole. L'inter On leur Ouais. a promis des millions, maintenant, on ne leur donne plus les millions. Et donc, ils ont un déficit, un trou de 135 millions parce qu'ils ont cru à des promesses que personne n'a tenues. Vous voyez. Donc, il faut faire très attention. On est dans un monde factice, mais il y a une partie de ce monde qui reste réel, qui est la loi,
quand elle est appliquée, parce qu'elle n'est pas toujours appliquée, mais quand elle est appliquée, il y a la loi, et ça, c'est un mur. La deuxième chose, je vous dis, moi, que j'ai vu quand j'étais président d'université, le CNRS était en faillite à cause d'un mécanisme très particulier de ce pays, qui est la promesse de l'État, c'est-à-dire l'autorisation de dépenses, de financement. Et donc, on disait au CNRS, tenez, ben, non seulement on vous autorise à dépenser de l'argent pour ça, mais vous devez dépenser de l'argent pour ça, pour tel sujet, parce qu'il est prioritaire, très bien. Mais ça, il faut que tout de suite derrière, il y ait des crédits de paiement qui soient versés pour couvrir cette autorisation de programme. Donc, on dit, vous avez une autorisation de programme, vous avez le droit de dépenser 10 millions, mais dans le 2 mois qui suivent, on doit voter qu'on verse au CNRS les 10 millions en question. Eh bien, il y avait un tel décalage entre les autorisations de programme et les crédits de paiement que le CNRS avait 1 milliard de trous de caisse, de francs, hein, c'était encore des francs, parce que c'était les années 90, et que donc il ne pouvait même plus payer son personnel. D'accord ? Parce qu'il avait un trou de trésorerie, parce que l'État n'avait pas tenu tous ses engagements au fur et à mesure des années, il ne leur avait pas donné l'argent. Et comme il n'y avait pas au CNRS quelqu'un qui était un vrai professionnel qui exigeait, avant de commencer une nouvelle autorisation de programme, que les crédits de paiement de celles qui avaient précédé soient versés, eh bien, ils ont fini par accumuler 1 milliard de dettes pour ça. Et du coup, ils ont volé tous les reliquats de toutes les unités de recherche. Et il a fallu au malheureux qui a été nommé là, qui s'appelait Aubert, 3 ans, le temps de son mandat, pour résorber ce milliard de trous dans la caisse qui était organisé par l'État. D'accord ? À coup de promesses non tenues, dont n'importe quel technicien, normalement, si les gens à Bercy n'étaient pas des neuneux, on n'aurait jamais laissé partir. Ce n'était pas Bercy à l'époque, c'était le Louvre. Mais on n'aurait jamais laissé des dérives de cette nature-là. Donc, de la même manière, quand l'État vous ment en vous faisant signer un contrat en disant on vous fera un contrat quinquennal, c'est clair, on devrait dire, écoutez, si nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, on pourra faire ça. Il y en a un qui était malin dans cette affaire-là, peu importe, les gens ont des qualités et des défauts, mais il y en a un qui était malin, mais qui était entouré d'une bande de malins, c'était Sarkozy pour le grand emprunt. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le grand emprunt en une fois. Il a fait le grand emprunt une fois, c'est-à-dire qu'il a fait voter une fois que le pays empruntait, et du coup, la distribution de ce grand emprunt ne dépendait plus de l'annualité budgétaire. Et donc, nous, c'est comme ça que pour les IHU, comme pour tout ce qui a été financé à ce moment-là, on avait un financement de 10 ans qui n'a pas pu être annulé. Il aurait fallu faire une loi très particulière pour casser quelque chose qui ne dépendait plus de l'Assemblée nationale ni du législatif. D'accord ? Donc, il a fallu faire une acrobatie pour pouvoir engager un financement qui soit pérenne. Sinon, on ne peut pas faire d'engagement pérenne qui dépasse la durée de l'annualité budgétaire. Très, très intéressant. Cher professeur, pour revenir, il nous reste 12 minutes à peu près sur cette matinale. Pouvez-vous nous parler davantage de ce que c'est la transmissibilité de ce hantavirus, comment on peut gérer au quotidien et pourquoi on ne doit pas céder à cette hystérie ou doit-on céder au contraire? Moi, je pense que si vous voulez, si on était dans un monde raisonnable, avec des gens raisonnables, on dirait, écoutez, il est temps de faire un plan de lutte contre les rats. Ça, c'est vrai. Moi, je vois à Marseille, on voit des rats dans la rue partout. À Paris, il y a des rats partout. Chaque fois que je vais à Paris, il y a des rats partout. Enfin, honnêtement, c'est un problème. Les rats, c'est une communauté énorme. Ils ne sont pas très propres, même si c'est... Même maintenant qu'on les appelle les surmulots, ils ne sont pas plus propres. Honnêtement, il faut faire une lutte contre les rats. Très, très active. Et la lutte contre les rats, la plus efficace de toutes, c'est les chats. Moi, je conseille au nouveau maire de Paris et à notre maire d'aller à Istanbul pour voir comment ils font avec les chats. Ils font très bien, il y a des chats partout, il n'y a pas de rats. Et j'ai vu, chaque fois que je suis allé, de toutes les fois où je suis allé à Istanbul, j'ai vu une fois un rat et il y avait un chat qui était en train de le bouffer. Je veux dire que les rats ne se baladent pas dans la rue. Ils ont leurs ennemis, là, qui sont, vous savez, on a importé les rats en Europe, c'est les boulangers qui ont importé les chats en Europe pour protéger les farines. Lutter contre les rats qui allaient bouffer la farine. C'est comme ça que les chats ont été importés d'Orient. Donc,
Les chats, c'est très important. C'est une arme naturelle. Vous voyez, les écologistes, faudra que les écologistes se disputent avec la SPA parce que les SPA ne supportent pas qu'il y ait des animaux libres et qu'il y ait des testicules. Alors ça, les testicules, c'est plus à la mode du tout, vous avez remarqué. Et donc, quand ils attrapent des chats, ils les cassent, si vous voulez, et après, ils les prennent, ils essaient de les donner à quelqu'un, et si personne les donne, ils les tuent, vous voyez. Donc, il vaut mieux qu'ils soient morts que libres, vous voyez. Vous vous rendez compte, la Mmh. société dans laquelle on pense que le mieux, il vaut mieux ne pas vivre qu'être libre et de prendre des risques. Parce que quand vous vivez libre, vous risquez de mourir. Bien sûr, on meurt tous quand même à la fin. Mais vous risquez d'être blessé, c'est dangereux la liberté, vous voyez, à côté du fait d'être prisonnier en cage ou dans un appartement, c'est très dangereux. De vivre une vie de chat dans la rue, c'est très dangereux. Donc on ne peut pas laisser les chats euh, vivre dangereusement. On ne peut pas les Mmh. laisser, c'est pas bien. Vous savez, à Saint-Pétersbourg, à Hermitage, la fille de Pierre le Grand avait importé des chats pour les installer, pour protéger justement les objets d'art contre les rats. Et aujourd'hui, depuis cette époque, il y a toujours une communauté de rats qui sont des rats d'Hermitage avec leur Des passeport, chats, des etc. chats, des chats. Chats, pardon, des Oui, chats d'Hermitage. oui, 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 on m'a dit ça. lapsus. Il y a une Voilà. armée de Et chats à l'Ermitage qui empêche les rats de venir manger les œuvres d'art. C'est exactement. raisonnable. Enfin, Ouais. là, pour le Louvre, ils n'en sont pas aux chats, hein. Déjà, s'ils arrivent à mettre des Mm. serrures, c'est bien. Ouais, Ils ça n'en serait sont pas pas. aux chats pour l'instant. Oui, ouais, ouais, c'est sûr. Et donc, par ailleurs, est-ce qu'il y a une transmission interhumaine et dans quelles conditions elle Alors, peut avoir lieu? jusqu'à présent, jusqu'à un passé récent, les hantavirus sont connus depuis longtemps, hein. Je vous dis, on estime qu'il y en a, si ces estimations sont justes, hein, 200 000 cas par an en France, dans le monde, dont en France, hein. Et ça donne la plupart du temps des maladies banales, et dans les formes graves de cette forme la plus banale, ça donne des syndromes hémolytiques et urémiques, c'est-à-dire ça donne des insuffisances rénales avec des ruptures des globules rouges dans le sang. Voilà, ça c'est la forme grave. Et puis récemment a été démontré aux États-Unis, c'est pour ça que c'est eux qui connaissent le mieux la maladie, dans le sud-est des États-Unis, des formes respiratoires graves, toujours transmises par les rats, hein, puis qui ont été vues en Amérique du Sud, en particulier en Argentine, avec un variant qui s'appelle. Faut dire qu'il y a des variants dans les virus, hein. Il ne faut pas repartir à zéro avec. Oui. Ne demandez pas son avis à Véran sur les variants, parce qu'il ne sait pas que ça existe et donc ça risque de l'irriter. Il faut repartir. Il y a les variants, là, comme dans tous les virus ARN. Et donc, ce variant-là s'appelle Andes. Et donc, ce variant semble être susceptible de donner, dans des conditions très particulières, une transmission. Alors, la transmission des maladies, en particulier des maladies respiratoires, c'est très variable. Il y a des maladies qui sont très facilement transmissibles par voie respiratoire, hein. On l'a vu, le Covid est une maladie transmissible. Mais vous voyez, le Covid, le premier bateau de croisière, le Covid, il y avait 700 personnes, 700 Covid. Ensuite, 2 ans après, le porte-avions français Charles de Gaulle, le Covid arrive, 50% de Covid, zéro mort, hein, 50% de Covid. Donc on voit que ça, vous pouvez dire c'est contagieux. Vous voyez, pourtant, déjà à l'époque, on savait que c'était contagieux, qu'on pouvait prendre les mesures, etc. Donc ça, c'est une maladie contagieuse. Ensuite, il y a des maladies dont les coronavirus, ou le premier SARS ou le MERS coronavirus, pratiquement en dehors des zoonoses, les infections qui ont eu lieu ou dans le cercle familial très proche, ou dans le personnel soignant. Ceux qui sont les plus en danger, c'est le personnel soignant, parce que si vous n'avez pas de masque, si vous n'avez pas de protection, c'est quand même vous qui êtes le plus près. Vous voyez, quand vous auscultez un malade, quand même, c'est vous qui êtes le plus près. Et donc, même si c'est très peu contagieux, c'est bien possible qu'on vous contamine. D'accord. Et ça, ça veut dire que de temps en temps, dans des conditions extrêmes, vous pouvez avoir une contagiosité, ce qui était le SARS-1 ou le MERS corona, si vous voulez. C'était dans des conditions extrêmes. Et puis, dans ces maladies, c'est ce qui fait tout ce qui est imprévisible dans les virus. De temps en temps, aussi bien pour le MERS corona, c'est-à-dire le corona d'Arabie Saoudite, que pour le SARS, le premier SARS, pouf, vous avez une poussée d'épidémie incompréhensible pour le SARS à Hong Kong, pour le MERS corona en Corée du Sud, et ça s'arrête.
Et donc, il y a quelque chose, quand même, la transmissibilité est quelque chose qui est extraordinairement difficile à comprendre, c'est complexe. Et donc, ça ne veut pas, c'est pas parce que quelque chose n'est pas transmissible qu'à un moment il ne devient pas transmissible. On ne sait rien du tout, hein. Et puis, donc, pour l'instant, la transmissibilité de hantavirus est euh, extrêmement minime, extrêmement faible. Donc, ça ne va pas donner une pandémie à ce stade-là. Maintenant, ce que deviendra ce virus, c'est ce qu'il deviendra. Ça change tout le temps, les virus. Donc, vous ne pouvez pas faire des prévisions là-dessus. Là. Ce n'est pas de la chimie, les virus, hein. On a même montré récemment dans un papier, là, et une autre équipe a montré ça, que, si vous voulez, quand vous expectorez du coronavirus, ce sur lequel on a pu travailler, il y a plus de 60 millions de séquences du coronavirus qui ont été faites. Parce que les virologues ont enfin découvert la séquence. Vous imaginez, il y a quelques centaines de séquences de la grippe, qui est la maladie la plus fréquente. On ne séquençait pas les virus dans ce monde. C'est quand même un truc très, très particulier, hein. Mais quand vous regardez, si vous regardez dans le détail, si vous voulez, d'abord, voilà, quelque chose qui est factice en plus, toutes les séquences qui sont publiées de virus, en particulier de virus ARN, sont factices. Aucune n'est vraie. Ah oui? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez jusqu'où ça va, le factice. Ouais. Parce que quand vous crachez, si vous avez eu le Covid et que vous avez toussé, quand vous toussez, je sais pas, 10 puissance 9, 10 puissance 6, 10 puissance 10 virus. Et il n'y en a pas deux qui soient identiques. Parce que, comme en moyenne, il y a une mutation tous les 10 000 bases, et que ça fait 30 000 bases, vous avez en moyenne 3 mutations, comme elles ne sont pas au même endroit, eh bien, ce que vous crachez, ça n'est pas, c'est ce que j'ai appelé la wild bunch, la horde sauvage, vous voyez, c'est des milliers de virus qui sont tous différents. Et comment vous arrivez à dire qu'il y a une seule séquence? C'est en trichant, c'est-à-dire que vous reconstituez mathématiquement la séquence la plus commune. Vous voyez, c'est comme si dans une démocratie, vous disiez que M. Macron a eu 100% des voix. C'est pas vrai. Vous Ouais. voyez, c'est lui qui avait plus de voix que les autres. Vous voyez. Et Mm. donc, base par base, on reconstruit ce que moi j'ai appelé le génome démocratique, si vous voulez, mais ce n'est pas le génome du Covid-19. Non, non, non. C'est une reconstruction mathématique la plus commune des séquences que l'on a analysées à un moment donné. Et à un moment donné, parce que si vous revenez tous les 15 jours, la séquence démocratique change. D'accord? Parce que une mutation s'est imposée, ou deux mutations se sont imposées dans ce qu'on va appeler maintenant un variant. D'accord? Mm. Donc tout ça est factice. Ça veut dire que si vous vous rendez compte de ça, il y a une mutation toutes les 10 000 bases. Ça a à peu près 10 000 bases, hein, en virus, en 3 morceaux. Donc ça veut dire qu'il y a au moins une mutation par séquence, d'accord? Et que donc, comme ces mutations ne sont pas au même endroit, eh bien, il y a un nombre de mutations permanentes qui va se faire. Et 1 sur 10 000, c'est la moyenne des erreurs ou des modifications dues à une enzyme, qui s'appelle la POBEC, que l'on voit dans les virus ARN. Donc, vous n'avez jamais. Un virus n'est pas un objet. C'est ce qui est le plus difficile. Beaucoup de virologues sont restés sur l'idée des années 30, qui était la découverte et la cristallisation des virus, que les virus sont des objets. C'est des objets biologiques. Ce n'est pas un objet du tout, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et après, bien sûr, les gens qui sont des fanatiques de sémantique se posent la question de savoir si c'est vivant ou pas. Ce n'est pas une question, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça change tout le temps. Et les mutants qui ont du succès, eh bien, on ne sait pas prédire ce qui va avoir de succès. C'est pour ça que je n'ai jamais cru une seconde au virus fabriqué au laboratoire, parce qu'on ne sait pas ce qui va avoir du succès. Puisque maintenant, on peut analyser, nous, on était les premiers à voir les variants, on n'a pas arrêté de les analyser, et on a vu les mutants qui avaient du succès, eh bien, les mutations qu'ils avaient étaient totalement, c'était absolument imprévisible de penser que le virus qui avait cette mutation allait avoir du succès. Donc, personne ne pouvait imaginer que cette mutation allait rendre le virus plus contagieux ou plus dangereux. On ne savait pas. Vous voyez? Mm. Donc, et on ne le sait pas. Et comme on n'a pas
les gens qui disaient ça, c'est les gens qui croyaient aux modèles expérimentaux, en particulier les vétérinaires hollandais. Mais vous savez, le furet ne prédit pas les maladies et la contagion chez l'homme, en particulier celle qui est transmise. Si vous voulez, les furets ont de difficulté à mimer la transmission des virus. Donc, on n'a pas, comme vous n'avez pas de modèle expérimental, et même alors qu'on a trucidé des chimpanzés pour faire un modèle expérimental pour le sida, même le chimpanzé n'est pas un modèle de la transmissibilité des maladies infectieuses chez l'homme. Donc, il n'y a pas de modèle. Il n'y a que quand ça passe chez l'homme que vous savez si c'est contagieux et si c'est dangereux. Ce n'est pas les modèles expérimentaux. Cher professeur, l'hystérie qu'ils installent, elle se base aussi sur le fait qu'ils nous racontent comme quoi la période d'incubation est très très longue de ce hantavirus et que les gens qui étaient sur le bateau, a priori, tous seraient contaminés avec cette logique. Oui, mais vous savez bien quand vous voulez... encore une fois, il faut se méfier de savoir ce qu'est la théorie s'adapte, puisque les théories sont insaisissables par définition. Les théories s'adaptent à ce que vous voulez dire. Hein. Donc, personnellement, je pense que le niveau des travaux sur hantavirus Andes, c'est très faible. Et que donc, on sait très peu de choses. Moi, personnellement, si on m'avait demandé mon avis, ce que j'aurais dit, c'est qu'il faut reprendre ce qui était un des éléments majeurs, hein, la chasse aux rats sur les bateaux. Voilà, c'est un vrai truc. Si vous voulez, avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur tous les bateaux, sur toutes les haussières des bateaux, vous aviez des cercles pour empêcher les rats de rentrer. Après, les rats ont appris à passer par-dessus les cercles. Mais c'est malin, les rats. Donc, il y a un vrai problème qui est... celui des rats, il faut faire très attention. Et depuis tout temps, hein, on pense que quand la peste s'est baladée de port en port, c'était en partie lié à l'importation de rats. Hein. Donc, il faut faire attention. Les rats représentent un véritable problème de vecteur d'infection avec lequel il faut être extrêmement prudent. Et la lutte contre les rats est un problème de santé publique. Vous voyez, ils trouvent des problèmes de santé publique, moi, où je pense que ça n'existe pas. Je trouve que ça, c'est un problème de santé publique qui est plus grave que l'aspartame. Hein. Donc, je pense que ça, c'est un vrai problème qui fait sens, qui doit être évalué de la même manière que les autres élevages intensifs. Hein. Encore une fois, une très grande partie de la résistance aux antibiotiques qui a été observée est liée aux élevages intensifs de porcs et de poules qui ont été inondés d'antibiotiques, qui en ont consommé beaucoup plus que les humains. Hein. Si vous regardez le nombre de grammes par kilo qu'a bouffé une poule par rapport à un humain dans l'année, vous savez, ça n'a rien à voir. Hein. Donc, comme ça, c'est juste une question de balance entre ce que vous leur avez donné par kilo. Vous savez, c'est pas mystérieux. On voit la même chose dans les hôpitaux. Dans les réanimations, ils ont tous des antibiotiques qui sont tous résistants. Et dans les hôpitaux, il y en a beaucoup qui ont des antibiotiques qui sont résistants. Et dans ce qu'on appelle le communautaire, ceux qui sont résistants, pour beaucoup d'entre eux, sont résistants parce qu'ils ont été contaminés par les animaux d'élevage, en particulier par les poules. La plupart des infections urinaires viennent de bactéries de poules. Ah oui. Ouais. Les œufs ou les poulets directement. Ouais. Et on le sait, parce que la trace de ces Escherichia coli, on sait que ça vient des oiseaux. Mais ça tue beaucoup. Hein. Ça, c'est un sujet sérieux. Vous voyez, c'est pas oui. hantavirus. Si vous regardez le nombre de morts par infection urinaire avec Escherichia coli dans ce pays à côté des hantavirus, ça, c'est sérieux. Mais parce que c'est sérieux, c'est pas intéressant. C'est incroyable. Ça ne suscite pas une énergie extraordinaire de dire, mais dites, vous savez, là, dans les jaunes d'œufs qui ne sont pas cuits, il y a dans certains d'entre eux Escherichia coli qui n'est pas recherché. Et ces Escherichia coli, ils sont très souvent résistants parce que les antibiotiques dans les élevages massifs comme ça, c'est extrêmement commun. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.